Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, un convoi logistique de l'armée française est au cœur de la contestation au Burkina Faso où des manifestants s'opposent depuis jeudi à son passage sur le territoire. La foire commerciale intra-africaine, la rencontre s'est ouverte à Durban en Afrique du Sud le 15 novembre et a refermé ses portes dimanche. Cet événement participe à faire avancer la zone de libre-échange continentale. Le secteur automobile en Afrique subsaharienne. En République démocratique du Congo, les autorités dévoilent leurs ambitions concernant notamment la production de batteries électriques. Focus à suivre dans ce journal. Abdallah Hamdok, Premier ministre, mis à l'écart après le coup d'État militaire au Soudan le 25 octobre 2021, a été rétabli dans ses fonctions dimanche 21 novembre en vertu d'un accord conclu avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Les deux hommes se sont dit engagés à remettre en route le processus de transition vers la démocratie. Cela a été réaffirmé lors de la cérémonie de signature au palais présidentiel. L'accord prévoit également la libération des détenus et le retour au consensus politique. Au Burkina Faso, un convoi logistique de l'armée française, originaire de Côte d'Ivoire, doit rejoindre le Niger, mais de nombreuses manifestations ont lieu sur son passage depuis plusieurs jours. Et plusieurs personnes ont été blessées par balles dans les manifestations. Les autorités n'ont pas encore déterminé l'origine des balles. Les soldats français et burkinabés ayant tous effectué des tirs de sommation pour disperser les protestataires. Viviane Bauken. Hymne national, chant patriotique, drapeau du pays, plusieurs milliers de manifestants civils sans armes, érigeant des barrages de fortune, ont choisi de défier un convoi d'une soixantaine de véhicules et d'une soixantaine de soldats de l'armée française au Burkina Faso, obligeant ces derniers à se réfugier dans un lieu sécurisé sous la protection de l'armée burkinabé. L'attaque terroriste perpétrée ce dimanche 14 novembre à Inata dans le nord du pays, qui a causé la mort d'au moins 49 gendarmes et 4 civils, a ravivé le ressentiment de la population. En effet, le Burkina Faso subit depuis 2015 des attaques djihadistes violentes qui ont commencé dans la zone dite des trois frontières à proximité du Mali et du Niger, pays également victime de ces agressions barbares et meurtrières. Nous sommes tout le temps attaqués par les forces obscurantistes, les forces terroristes, et il n'y a pas de réaction appropriée de la part de l'armée française et globalement partant même de la force d'intervention du G5 Sahel. Je m'explique parce que on ne peut pas comprendre que nous avons les drones et tout l'arsenal de renseignement militaire qui se trouve dans le Sahel et des terroristes sont toujours capables de se déplacer en nombre suffisant pour venir attaquer un camp militaire sans que l'armée française ou bien les drones de la force d'intervention du G5 Sahel ne puissent les détecter. L'important convoi logistique de l'armée française, source de contestation, alimente désormais un vif débat national après son blocage sur un terrain vargueux par les manifestants. Les 4 personnes blessées par les tirs de sommation à Kaya, dans la principale ville du centre-nord du pays, sont devenues les nouveaux martyrs d'une population qui s'estime victime de nouvelles formes d'occupation coloniale au détriment de leur propre sécurité. Les revendications dont les slogans sont inscrits sur les banderoles et les écriteaux sont sans ambiguïté. On peut y lire des phrases choc, armée française, dégage, libérer le Sahel. Plus de convois militaires d'invasion et de réconciliation français, d'une population point en l'air chantant l'hymne national burkinabé et défiant le convoi militaire français. Depuis plus de 5 ans, la force du G5 Sahel essaie d'être inscrit sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et il est dommage de constater que cela n'a pas été fait. Alors que lorsqu'on inscrit la force d'intervention du G5 Sahel sur le chapitre 7, cela fait que la lutte contre le terrorisme devient un problème mondial, un problème porté par les Nations Unies au lieu d'être porté seulement par une coalition de nations.
Accusé par les manifestants de transporter des armes pour terroristes, l'avancée du convoi qui a déjà subi plusieurs autres blocages dans diverses localités comme à Ouagadougou ou Bobo Dioulasso génère aussi une crise politique interne au Burkina Faso. À l'unisson de l'opposition, les manifestants rassemblés dans plusieurs villes du pays n'hésitent plus à demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, jugé incapable selon ses opposants à mettre fin aux attaques terroristes. L'événement était organisé par la Banque africaine d'import et export, Afreximbank, en partenariat avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit de la foire commerciale intra-africaine, une deuxième édition qui s'est poursuivie en Afrique du Sud jusqu'à dimanche dans la ville de Durban où l'on retrouve notre envoyé spécial Ange Nomenyo. Chers téléspectateurs d'Africa 24, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Exposant du jour. Nous sommes à Durban depuis l'Afrique du Sud pour vous présenter donc tous ces entrepreneurs qui présentent des produits innovateurs. Et là, je suis en présence de madame qui va se présenter. Hello. Hi. Can you introduce yourself? Yes, my name is Keisom Mhlubudi. I come from Lesotho. I have been empowered by Tony Elumelu Foundation. Donc, je vais passer aussi la parole à ce monsieur qui va se présenter. Hello. Hello. Can you introduce yourself? My name is Kesidi Anosike. I'm from the Tony Elumelu Foundation. We are the leading philanthropy empowering African entrepreneurs across all 54 African countries. We have some of our entrepreneurs currently at the IATF happening in Durban, and I think it's such a fantastic platform for entrepreneurs to showcase their products, but also interact and network with other entrepreneurs. So, Miss, can you present the product that you exhibit in this show? I'm a cleaning service provider. We showcase cleaning services, be individual household services, before and after construction, and corporates. Now we are looking into manufacturing our own detergents and sanitizer. We started the company in 2019. Lest did we know that the pandemic of coronavirus will hit the world. That is why our services now are needed mostly to try to control the spread of coronavirus in the country. And we are also looking to trade beyond Lesotho. Okay. How do you make the link with these innovations? So at Tony Elumelu Foundation, we're sector agnostic, which means that we're very welcoming of any entrepreneur that operates in any given sector. So for us, it's just for you to have an idea and for you to be willing to impact your communities through that idea. Kiso, for example, she is into the cleaning services. And like she said, the pandemic has made us more conscious about our environment and our surroundings and the sanitary conditions that we live in. So her business is directly addressing conversations around hygiene. So it's very important for us to make sure that when we are defining entrepreneurship, we're not limiting it to only one thing. We have entrepreneurs in the tech space, we have entrepreneurs in the traditional space. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'exposant du jour. Nous continuerons de vous présenter d'autres exposants avec leurs produits à cette foire commerciale intra-africaine. Merci beaucoup. L'Angola souhaite construire une vingtaine de plateformes logistiques d'ici à 2038. Ces plateformes visent à réduire les coûts liés au transport des marchandises. Des infrastructures très attendues, elles devraient participer aux efforts visant à diversifier l'économie nationale qui repose essentiellement sur l'exploitation pétrolière. Nathalie Mo. Le retard logistique de l'Angola est énorme. Faire face à ces insuffisances qui rendent difficiles les échanges commerciaux, c'est le défi que souhaite relever le gouvernement angolais. L'exécutif entend construire 21 centres logistiques d'une valeur de plus de 445,5 millions de dollars à l'horizon 2038. Comme si on avait 21 petits ports secs. Ça va permettre à l'Angola de booster ses exportations et permettre au pays de décoller de façon assez optimale dans le cadre de la zone de libre-échange continentale.
Assurer le stockage, la conservation et la circulation des productions rurales et halieutiques représenterait pour l'Angola un atout économique de poids. À noter que le pays vise la diversification de son économie fortement dépendante du pétrole. Il s'agit d'une urgence pour les autorités angolaises qui envisagent d'inaugurer 6 hubs logistiques dès 2022. Donc le hub logistique est un outil de compétitivité des exportations beaucoup plus sur le plan régional, territorial et national. En améliorant son offre logistique, l'Angola veut contribuer à la dynamique du processus d'intégration régionale en Afrique australe et centrale, deux marchés qui représentent plus de 500 millions de personnes vers lesquelles l'Angola compte exporter le ciment, les boissons alcoolisées, les boissons non alcoolisées et les emballages. Le difficile chemin vers l'industrialisation du secteur automobile sur le continent. De plus en plus de groupes veulent produire des voitures, mais la transformation des lignes de montage en usines de fabrication peine à avancer. En République démocratique du Congo, certaines structures souhaitent inverser la tendance. Marie-Raphaël Antolo. Pour diversifier son économie, multiplier les offres et possibilités d'emploi dans le pays, la République démocratique du Congo va porter son investissement dans le secteur automobile. Le pays compte s'engager dans la production de batteries électriques afin d'intégrer le marché mondial des véhicules électriques. Pour implémenter ce projet, une conférence se tiendra les 24 et 25 novembre 2021 en présence des acteurs économiques les plus influents du continent et du monde. Le premier outil, c'est l'étude qui a été réalisée par Bloomberg. Cette étude est très importante parce que c'est le soubassement même de ce que nous voulons faire dans le Business Forum. Aujourd'hui, cette étude démontre que entre la RDC, les États-Unis, la Chine et la Pologne, investir en RDC dans le secteur de l'industrie des batteries et des voitures électriques coûte 3 fois moins cher qu'investir aux États-Unis et en Chine, et 2 fois moins cher qu'investir en Pologne. Ce sont des indicateurs comme cela qui effectivement démontrent que la RDC est la meilleure destination pour l'investissement. Et donc les investisseurs ont un choix entre investir 100 millions de dollars aux États-Unis et pour la même activité investir 30 millions de dollars quand on est en RDC. Donc ça c'est le premier élément qui en fait va nous attirer suffisamment des capitaux par rapport à ces indicateurs que je viens de vous donner. Pour parvenir à cette ambition qui est de conquérir le marché automobile, la République démocratique du Congo annonce un futur investissement dans la transformation des matériaux tels que le cobalt, le cuivre et le lithium qu'abrite son territoire. Le Parlement congolais a par ailleurs voté un budget national de 10 milliards de dollars pour favoriser le développement de ce projet national. Pour la première fois, le gouvernement vient d'adopter un budget de 10 milliards de dollars. C'est pour la première fois. Avant, nous nagions autour d'un budget de 4, 5, 6 milliards de dollars. Si je suis dans cette conférence, c'est parce que c'était important que j'arrive, mais sinon je devais être au Parlement avec le Premier ministre qui est en train de répondre actuellement aux questions des députés nationaux qui, effectivement, viennent d'adopter le budget de la RDC estimé à 10 milliards de dollars. Et donc, dans ce budget, il y a des ressources que le gouvernement a prévues pour investir dans le secteur, pour qu'il s'agisse du secteur privé et du gouvernement, tous nous puissions focaliser nos efforts vers ce secteur de production de précurseurs de batteries, parce que la RDC et l'Afrique veulent réellement prendre ce leadership et permettre à ce que nos minéraux bénéficient à nos populations électriques. Nous étions en réunion avec le président du conseil d'administration de la GECAMIN. Selon le ministre congolais de l'Industrie, la demande mondiale en termes de véhicules électriques est de 145 à 250 millions de véhicules, alors que le prix minimum d'un véhicule électrique est de 45 392,72 000 $. Pour l'autorité, conquérir ce marché permettrait à la République démocratique du Congo en particulier et à l'Afrique en général de devenir la locomotive de l'économie mondiale. Cependant, pour y arriver, l'autorité indique qu'il sera fondamental d'associer le secteur privé à cette vision.
Eiffage, une implantation dans le monde. Le groupe de construction et de concession français est présent dans 50 pays sur les 5 continents et réalise près du quart de son chiffre d'affaires à l'international. Eiffage très présent notamment au Sénégal, un marché capital pour le groupe, comme vous allez le voir dans ce sujet d'Aïssa Toubari. 95 ans après son implantation au Sénégal, l'entreprise de BTP Leader s'engage dans une nouvelle dynamique avec la construction de plusieurs ouvrages, notamment le train régional express d'une valeur de 245 milliards de francs CFA qui constitue la première liaison ferroviaire électrique rapide du Sénégal et la première autoroute à péage du pays, reliant Dakar à Diamniadio. Je crois qu'on a créé une équipe et cette équipe-là, nous avons continué à bâtir le Sénégal. Et avec Alioune, qui est le DGA, et vous savez, l'autoroute de l'avenir, s'il n'existait pas, on ne pourrait plus circuler dans la ville de Dakar. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est nous qui l'avons fait? Parce qu'il y a eu un appel d'offres, parce qu'on l'a gagné, parce qu'on s'est battu pour le réaliser. Et il faut être fier, au contraire, de dire qu'on a participé, parce qu'on ne l'a pas fait. Cette autoroute, c'est une concession. Si l'État, si les populations n'avaient pas accepté, et si l'entreprise n'avait pas trouvé à la fois les moyens financiers, humains pour réaliser cette autoroute, il n'aurait pas été réalisé. Donc moi je pense qu'on pourrait dire que le Sénégal devrait être fier, et les Sénégalaises et les Sénégalais d'être fiers de dire c'est le premier autoroute en concession en Afrique de l'Ouest. Composé à 6% de cadres, 17% d'agents de maîtrise et 77% d'ouvriers spécialisés, sur ces 1682 employés, Eiffage est devenu un acteur incontournable du développement socio-économique du Sénégal. Un engagement qui se traduit désormais par un personnel composé de 95% de salariés sénégalais, chiffre qui symbolise aussi une politique ambitieuse de transfert de compétences. Vous savez, je pense que nous avons d'abord essayé de favoriser le personnel, fidéliser les salariés par le social, par la formation, par l'esprit d'équipe, et essayer de donner à cette entreprise une âme et créer une équipe. Après, il y a effectivement les familles qu'on n'a pas délaissées. Après, il y a eu le sport, il y a eu le patrimoine. Il y a eu effectivement la sauvegarde du patrimoine, il y a eu beaucoup de sociétal. On va aider à réhabiliter des dispensaires, des petites écoles, à créer des liens avec des populations qui sont démunies, de créer des liens dans des endroits où l'État ne peut pas aller, parce que l'État ne peut pas aller partout. Avec un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA en 2020, Eiffage Sénégal, qui a signé en 2016 la charte de la diversité, s'est aussi employé à développer une politique sociale ambitieuse, particulièrement dans le domaine de l'éducation et la formation, pour accompagner l'autonomisation des jeunes et la santé avec la conception et la réalisation du centre cardio-pédiatrique de l'hôpital de Fann, partenaire majeur du Marathon de Dakar, événement international sportif, citoyen, culturel, par la découverte du patrimoine sénégalais, dont la 3e édition s'est tenue du 20 au 21 novembre 2021. Eiffage veut atteindre son centenaire en consolidant une place de leader incontestable. Dans le cadre de la visite du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en Afrique, une tournée africaine qui s'est achevée par le Sénégal. Plusieurs accords ont été annoncés avec l'État sénégalais. Leur montant, plus d'1 milliard de dollars. Il s'agit de 4 protocoles d'entente qui concernent les infrastructures routières et la sécurité publique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.